s'insère parfaitement dans le cadre du cercle d'Aréopage, défense de l'identité chrétienne et française. Aujourd'hui, après les événements fâcheux dont nous a rabattu les oreilles, et c'est une raison de plus de ne pas être Charlie, éventuellement Charlie Martel, il est important de voir quelques monstres produits par l'idéologie de la Révolution dite française. Des gens qui ont été marqués par l'esprit des Lumières, qu'ils ont prétendu apporter plus tard dans le monde. Alors, ce soir, on parle de Pol Pot, on aurait pu parler de Lénine, on aurait pu parler d'autres monstres. Toujours la référence au XVIIIe siècle, à l'esprit des Lumières. Donc, il ne s'agit pas de commémorer un massacre. Il s'agit de prendre conscience que les valeurs dont se targuent beaucoup de Français sont mortifères. Aucun de nos gouvernements n'a présenté à son peuple, comme l'a fait le gouvernement russe, pardon pour les crimes et le sang répandu. Pol Pot, comme Ho Chi Minh, comme d'autres sauvageons qui ont ensanglanté, que ce soit la Roumanie, la Hongrie, que sais-je, ont été formés à Paris. Ils se sont nourris de Mathiez, de Jaurès, de tous ces grands personnages, et ils ont appliqué, selon leur caractère, leur formation, à leur peuple, ce qu'ils ont puisé chez nous. Donc il faut bien prendre conscience que ce n'est pas avec l'idéologie républicaine, telle qu'on l'entend communément, qu'on pourra restaurer notre pays. D'ailleurs, la devise qui marque la plupart des frontons des édifices publics sont tellement abstraites qu'elles pourraient s'appliquer à n'importe quel peuple. Pol Pot a été formé, et on vous le racontera de manière détaillée, en France. Il a joui de nombreuses protections. Un certain Boudarel, dont certains ont entendu parler, et il n'est pas le seul, a fini sa carrière universitaire bien paisiblement. Tout ça invite à réflexion, à un examen de conscience. On aurait pu parler du massacre vendéen. Tout cela obéit à la même logique. Le refus de la réalité, l'abstraction révolutionnaire et le mépris d'un véritable humanisme. Il s'agit de créer un homme nouveau. Donc il est important d'avoir un effort de lucidité. Si vous voulez approfondir ce qui va être traité ce soir, c'est de revenir aux travaux de Xavier Martin, entre autres, ou de Bernard Faye, ou de Cochin, et être capable de transposer un événement à un autre. Et ensuite garder la mémoire. C'était au début de mes engagements politiques. Quand j'étais jeune prof, j'avais dans ma classe un lone nol, dont le parent, la semaine, avait été pendu. Bon, un jeune prof, ça le marque, et ça invite à réfléchir. À la même époque, Le Monde et d'autres torchons se félicitaient de la libération du peuple cambodgien, comme précédemment au Vietnam quand le Sud est tombé. Alors il ne s'agit pas de légitimer la politique américaine ou la politique colonialiste qui a amené malheureusement à ces catastrophes. Mais de prendre conscience que ce n'est pas avec une union pseudo-nationale qu'on pourra résister à la barbarie. Deuxième
annonce que je tiens à faire. La semaine prochaine, le premier livre publié par le Cercle, qui a pour titre Relance de la tradition, rédigé par Massimo et préfacé par l'abbé Prieur, sera à votre disposition lundi. Et régulièrement, on mettra sous presse des livres concernant soit la philosophie, soit l'histoire de la Russie, ou certains points négligés qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, je pense à un travail que je suis en train de lire et de voir si c'est publiable, sur la littérature celtique médiévale. Voilà, à vous, cher ami. Merci, frère Thierry. Non, non, s'il vous plaît, c'est enregistré. Bien, eh bien, je vais commencer en paraphrasant très brièvement ce qu'a dit frère Thierry. Je résumerai ça en une formule. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Parce que, au cas où nous ne le remarquerions pas quotidiennement, les marxistes, les matérialistes sont toujours parmi nous. Tous les jours, ils développent une propagande forcenée un peu partout. Et même si leurs partis d'origine, tels que le Parti communiste, sont peu représentés à l'Assemblée nationale, dans les rangs socialistes et même dans des rangs bourgeois, il y a d'authentiques marxistes qu'on reconnaît à la formulation de leurs pensées et au vocabulaire employé, typiquement extrait de Karl Marx et des traductions de l'allemand. Bien, nous avons donc affaire à un tueur de masse que nous connaissons sous le nom de Pol Pot, qui n'est d'ailleurs pas son nom. Bon. Et, comme il vient d'être rappelé, la responsabilité de nos élites, de notre pays, a été directement engagée dans la fabrication idéologique de cet individu. Par ailleurs, il y a eu des épisodes particulièrement lamentables, vraiment ignobles, en 1975, lors de la victoire des Khmers rouges en avril 1975, dont le gouvernement français de l'époque, le président de la République de l'époque, un certain Valéry Giscard d'Estaing, porte la responsabilité totale dans la façon monstrueuse dont ils se sont pliés aux injonctions des Khmers rouges, laissant envahir l'ambassade de France et massacrer les milliers de personnes qui y étaient entassées. Bon. Alors, nous ne saurions l'oublier également, et vous voyez que ça s'harmonise parfaitement avec ce qui vient de vous être dit. Alors, sous la cendre couvre un certain feu qui, à tout moment, peut jaillir à nouveau dans la confusion des pensées, dans les amalgames ou les absences d'amalgames, dans un certain nombre de choses. Il faut être sur nos gardes. On n'en a pas fini avec les idéologues d'extrême gauche. Plus que jamais, ils sont sur la brèche. Ils ne rêvent que d'une chose, prendre la grande revanche des événements de 1989. De là l'intérêt pour un certain nombre de personnages, Trotsky, Lénine, Castro, Ho Chi Minh, etc., qu'on ne connaît pas assez. Quand on les voit, on voit leur processus de fabrication, on est très surpris, parce qu'à bien des moments, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas évolué comme beaucoup d'autres personnes? Tiens, je tire juste l'étiquette Castro. Castro était élève des jésuites dans l'âge du collège et dans sa première année du grand lycée. Tous les jours, on entendait les nouvelles de la guerre d'Espagne. Il était là à la radio et il dansait de joie devant ses professeurs quand il entendait parler de victoire nationaliste. Vous allez me dire, oui, mais tout ça, après, c'est passé. Bon, quel était le chef d'État qui envoyait chaque année ses félicitations à l'anniversaire de Castro et qui recevait les félicitations de Castro et pour son propre anniversaire, Francisco Franco y Bahamonde, Caudillo de España. Curieux, non? Et quand vous regardez de plus près, vous grossissez la loupe, vous découvrez des choses étranges. De même qu'avec Staline, etc. Alors, chez Pol Pot aussi, nous allons découvrir des choses étranges. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à celui-là plus qu'un autre? Parce qu'il y en a des dizaines, il y a des centaines. C'est quand même que j'ai de la mémoire et que pour moi, la politique et bien d'autres choses ont commencé au lycée Charlemagne, un lycée du centre de Paris. Et très exactement, je peux dater le jour précis. C'était les jours précis, les 7, 8 et 9 mai 1954. Le 7 mai 1954, c'est la chute de Dien Bien Phu. Le 8 jours, c'est un jour férié. De graves incidents se produisent sur les Champs-Élysées.
le président du Conseil de la 4ème République est giflé par des anciens combattants d'Indochine. Et le 9 mai, c'est la rentrée au lycée, puisque la veille était fériée. Et là, eh bien, spectacle classique, un haut responsable communiste d'origine asiatique, enfin très exactement c'était un Eurasien, rentre dans la cour. À l'époque, il était étudiant en droit, mais tous les lycéens de Paris le connaissaient comme un cacique du parti. Il réunit tous les étudiants indochinois, qui étaient tous des sujets français à l'époque, devant lui, et puis, il célèbre la victoire de Dien Bien Phu. L'un de ces sujets indochinois était dans ma classe. Pol Pot, qui avait été introduit par personne d'étranger au lycée, n'avait le droit de rentrer, mais maître Jacques Vergès, le futur maître, il n'était qu'étudiant en droit, avait tenu son petit discours, et c'était un haut responsable de ce qui subsistait d'international communiste à l'époque. Il venait d'endoctriner les élèves vietnamiens. Là-dessus, un des Vietnamiens était dans ma classe. Il me regarde et il me dit, hein, c'est bien fait pour votre gueule, hein, sale français, etc. Vous avez pris la raclée. Il était fou de joie. Alors, je me tourne vers lui. Tous mes camarades étaient derrière parce qu'on sentait que ça allait chauffer. Et puis je lui fais, mais dis donc, oncle Toine, ça m'étonne de toi ce que tu dis. Je lui fais, comment ça, il fait? Pourquoi? Je suis un patriote vietnamien. Ah non, je lui ai dit, pas ça, pas à moi. Que veut dire ton nom? Oncle, c'est Seigneur. Oui. Et alors, il fait, oui, tu vas me dire que monsieur, c'est mon seigneur en français. Mais je vais continuer. Et Toine, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il reste interloqué. Ça veut dire seigneur étranger. Je vais te dire qui tu es. Hein? Dans la ville, ta ville de naissance, dont tu parles souvent à cause des exploits des résistants vietnamiens, comme tu dis, il y avait une caserne japonaise. T'es pas le fils d'un officier japonais par hasard? Il s'est décomposé. Il s'est mis à pleurer devant tout le monde. Et il est parti. Il n'est pas rentré en classe, il est parti. Et je vais vous étonner, j'ai même regretté d'ailleurs ce que j'avais dit humainement. On ne l'a jamais revu au lycée. Il a changé d'établissement, je ne sais pas où il est parti. Bon, alors ce jour-là, j'avais vu et j'avais pris vraiment conscience de qui était le futur maître Vergès, bien connu, que nous allons retrouver dans cette histoire. C'est pour ça que je me suis permis de citer cette anecdote. Voilà. Bien, alors... allons directement au Cambodge, qui était français déjà depuis pas mal de temps, 80 et quelques années. Bon, c'était Napoléon III qui avait décidé ça, et les Khmers en général étaient fous de joie, sauf certains fanatiques poussés par des puissances étrangères, parce que leur pays était en train de disparaître. D'un côté, il y avait les Thaïs qui fonçaient et qui leur volaient des provinces, et de l'autre, il y avait les Vietnamiens qui faisaient la même chose. Donc ils n'étaient pas très heureux, et sans protection française, ils savaient que leur pays était condamné à mort. Or, les Khmers, que ça plaise ou non, ne sont pas des Vietnamiens, pas plus qu'ils ne sont des Chinois ou des Indiens, bon, ou des Thaïs. Bon, c'est comme ça. Et donc, ils appréciaient peu le phénomène historique, attaquer de l'Est, attaquer de l'Ouest, et les Français leur apparaissaient comme des protecteurs. C'était d'ailleurs un protectorat français. On n'était pas annexé à la France directement. Eh bien, là-dessus, bon, il est bon de faire un tour du côté de la famille royale. Bon, il y a un certain nombre de monarques. Ces monarques ont une vie, disons, sexuelle assez agitée, en ce sens qu'ils ont un nombre impressionnant d'épouses, voire de concubines. Et il était une famille de producteurs de riz très aisés, les Sars, S-A-R, avec un chapeau sur le A, pour faire exotique, les Sars, qui fournissaient au moins 2 de ces combines, qui avaient eu des enfants d'un prince destiné à régner, et qui étaient très bien vus du palais royal. Et dans la famille du paysan, qui vendait du riz paddy, etc., c'est-à-dire une très bonne qualité de riz, et qui avait un certain nombre d'hectares, eh bien, il y avait des enfants, oui, il y en avait plusieurs, il y avait... il avait des tantes, donc c'était les tantes qui étaient concubines au palais royal. Bon. Et donc le jeune Salotte, c'était son prénom, Salotte Sar, quand il est né en 28, quand il grandit, eh bien immédiatement, dès qu'il est bambin, il est accepté dans un temple bouddhiste et il apprend le pali, la langue sacrée des Cambodgiens. Bon, dans lequel on leur apprend le bouddhisme.
que je ne qualifierais pas d'ailleurs de religion, puisque à ma connaissance, c'est plutôt une philosophie, d'après les quelques éléments que j'en possède. Bon. Donc, il apprend le pali, et puis, comme ses parents sont ambitieux, il l'envoie dans une pension, la pension Miche de Phnom Penh. Miche. Alors, ça vous dit peut-être rien, Miche était le nom du premier évêque catholique de Phnom Penh. Donc la pension Miche, c'est un établissement confessionnel, comme on dit aujourd'hui, et donc il apprend donc toutes les prières, il connaît tous les éléments de la religion catholique, le catéchisme, etc. Et bon, il y passe quelques années, et puis finalement, il va falloir l'orienter vers quelque chose, et là commencent les gros ennuis. Parce que Salotsar a développé une profonde paresse, ça paraîtra bizarre ce que je vais dire, compte tenu de la suite, intellectuelle. Rien ne l'intéresse vraiment. C'est un garçon affable, il sourit tout le temps, il parle très peu, impossible de savoir ce qu'il pense. Alors on dit que les Asiatiques, mais c'est un peu une légende pour la quasi-totalité d'entre eux, sont des gens peu communicatifs. Pour avoir été rouler ma bosse en Asie, je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. En tout cas, l'interprétation de la légende était valable pour Salotsar. Personne ne savait ce qu'il pensait. Bon. Et on remarquait que c'était un bon camarade, mais alors que les études, ça n'intéressait pas du tout. Alors j'abrège, il doit rentrer au lycée, au seul lycée qu'il y avait au Cambodge à cette époque, à Phnom Penh, et il n'y rentrera pas parce qu'il sera trop nul, il échoue à l'examen d'entrée, malgré tous les efforts pour le faire repêcher, parce qu'il était bien vu des autorités. Et puis, quand il va rentrer au collège, ça va être également désastreux. Bon. À tel point que finalement, j'accélère, il fera que des écoles techniques et il n'aura qu'un seul et unique brevet, et on a des doutes sur les conditions de régularité, mais sans pouvoir le prouver, avec lesquelles il l'a obtenu. Il n'aura juste que le brevet d'études techniques, et chez les historiens américains, j'ai remarqué qu'ils ignoraient totalement l'existence du BEPC, brevet d'études de fin du premier cycle. Ils n'en avaient jamais entendu parler, ils confondent les deux. Parce que s'il avait eu son BEPC, il aurait pu continuer au lycée. Il aurait pu rejoindre quand même le lycée. Donc il avait raté le premier lycée. Il n'a pas pu parce qu'il n'a eu que ce brevet technique. D'ailleurs, dans une catégorie qui ne lui a jamais servi à rien. Donc on le recasse dans le technique. Ses parents commençaient à être sérieusement désespérés. Il avait redoublé un certain nombre de classes. Bon, les années, ça additionnait aux années. Et voilà que le cher Salotsar, toujours aussi gentil avec ses camarades, toujours joyeux de rire, mais réservé, le voilà qui doit s'orienter dans le technique, et il prend le bois. Il avait pris autre chose avant, brusquement il change à nouveau de section, il passe dans les charpentes le bois. Bon, et il arrive vers la fin de ses études, il tremble pour le résultat de l'examen, il n'a pas besoin de trembler, puisque ça sera arrangé, et surtout, un coup de théâtre va se produire, la guerre d'Indochine a commencé, et notamment il y a des combats au Cambodge avec certains nationalistes khmers qui avaient été partisans des Japonais avant, du temps de l'occupation japonaise, etc. Et là, on a le premier témoignage politique sur Salotsar, qui, comme tout le monde, se rappelait très bien des chants Maréchal nous voilà, qu'il avait appris du temps du gouvernement de l'amiral Decoux, etc. Et pour la première fois vers la fin de son technique, il ne cache pas l'intérêt pour un homme politique khmer qui avait été le premier ministre des Japonais, sous un roi dont le nom est généralement connu du grand public français, encore aujourd'hui, bien qu'il est mort il y a peu de temps, le roi Norodom Sihanouk, qui était déjà monarque depuis 1941. Bon, choisi d'ailleurs par les autorités françaises. Parce que, bon, mais ne discutons pas de sa généalogie, ce n'est pas l'endroit. Donc, il a bouclé ses études de technique péniblement. Les Français déploient tous les procédés possibles pour se concilier la population khmer, qui en général n'aime pas les terroristes communistes, ni même les nationalistes pro-japonais, qui ont fait plus ou moins alliance. Mais les communistes posent un problème particulier, c'est qu'il y a des Khmers, qu'on appelle les Khmers d'en bas, je vous épargne le mot cambodgien, les Khmers d'en bas,
Or, les Khmers d'en bas sont en réalité des Vietnamiens qui sont sur la frontière. Donc il y a une certaine confusion à la frontière ethnique et le Khmer de base a très peu de sympathie pour le Vietnamien. Donc d'où des guérillas dans l'endroit, les Viet Minh, les communistes vietnamiens, trouvent des sympathisants. Et des sympathisants qui, eux, tuent des soldats royaux ou des soldats français, non pas parce qu'ils sont communistes, mais parce qu'ils sont anti-vietnamiens et qu'ils ont peur que la victoire du Vietnam communiste entraînera l'asservissement du Cambodge par les marxistes. Voilà, à peu près, parce qu'ils sont tous, en général, de bons royalistes. Voilà. Alors donc, notre ami voit alors un miracle qui se produit pour lui, qui va d'ailleurs déterminer toute sa vie. Les Français instaurent des bourses aux frais des contribuables français et ils décident d'envoyer un certain nombre de jeunes Khmers étudier en France. Comme il y a des princes de la famille royale qui sont de même sang que la famille de paysans Sarre, bon, pas de problème, il est mis sur la liste. Lui, qui ne pourrait pas montrer les appréciations de ses professeurs, tellement elles sont négatives. Il est mis sur la liste, et un certain soir de la fin de l'année 49, il part pour l'Indochine embarqué, il se retrouve sur un transport de troupes français qui fait le retour, et le voici à Paris, début janvier 50, sous une pluie d'automne glaciale, ce qui n'est pas le meilleur accueil météorologique, mais un accueil très sympathique de la part des autorités françaises, et un accueil non moins sympathique, mais très intéressé de l'Association des étudiants khmers à Paris, l'AEK, située rue Saint-Sulpice, à Paris 16e, à moins de 200 mètres d'ici. Alors ces gens-là sont là avec une raison. On va la découvrir rapidement. Donc, d'abord, il y a un prince d'ailleurs, il avait obtenu cette bourse, je me plais à le signaler, que parce qu'un prince, qui n'était pas des plus doués comme le jeune Sarre, avait renoncé à son appartement et à sa bourse à Paris, il avait laissé à son parent de sang. Voilà. Donc, le voici à pied d'œuvre. Il étudie la radioélectricité dans une école qui était très célèbre autrefois, qui s'appelait l'école Violet, et qu'on appelait l'école française de radioélectricité également. Mais c'était la même chose. De façon bizarre, j'ai remarqué que dans toutes les biographies, le nom d'école Violet avait disparu. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi tous les biographes, même les Américains qui sont très minutieux, avaient oublié l'école Violet. J'ai mis beaucoup de peine à le savoir, mais il y avait une cellule communiste à l'école Violet. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on sache qu'il était à l'école Violet, parce qu'on aurait compris un certain nombre de choses très tôt. Enfin, pour les historiens d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il est à l'école Violet, vous verrez que ça recommencera comme au pays, il étudiera absolument rien. Il sera recalé à tous ses examens de fin d'année, etc. Et ça se terminera mal. En attendant, le voilà là-bas. Il rencontre des compatriotes, les gens de l'association des étudiants khmers, qui ont tous 1, 2 ou 3 ans de plus que lui. On est en train de les juger en ce moment, pour certains d'entre eux. Bon, alors je ne vais pas vous énumérer leurs noms, mais ça va tous devenir par la suite les chefs Khmer rouges, coller les affiches, pour mettre les tables, les chaises, etc., un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas une très grande estime pour son niveau d'études, c'est lui qui a le niveau d'études le plus bas. Tous les autres sont des universitaires distingués, pour la plupart d'entre eux, ils sont tous bacheliers, etc. Mais c'est le bon diable, toujours souriant, alors on passe beaucoup de choses et on l'admet parmi les autres. Bon, voilà. Et là, il ne va pas mordre au marxisme. Ça va lui paraître trop abscon. Il va se dire, qu'est-ce que c'est que ces théories il attrape des mots de tête à lire Marx, à lire Lénine. Bon, Staline, ça va. L'ABC du communisme, c'est très simplement écrit, et c'est parfaitement clair. Alors ça, bon, il va aimer Staline, parce qu'au moins il a compris l'ABC du communisme. Il n'a pas eu de gros efforts à faire, hein. Dans les éditions les plus fournies en gros caractères, ça atteint 30 à 40 pages. Bon, c'était faisable pour le faux intellectuel de passage à Paris. Donc, il assimile ça, mais surtout, il va découvrir la Révolution française avec un grand R et un grand F. Alors là, il va être fasciné. Ah, il va se dire, mon Dieu, mon Dieu. Et là, bon,
Je vais citer d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas mis dans le livre. Bon, il fréquentait la FACO, établissement confessionnel, comme on dit, quelque part au quartier latin, hein, où c'était un nommé Achille Dauphin-Meunier qui dirigeait les études à l'époque, et Achille Dauphin-Meunier avait été gouverneur de la Banque centrale à Phnom Penh pendant des années. Donc il recevait systématiquement tous les étudiants khmers à Paris, il le reçoit, et il lui parle de son admiration pour le divin Jean-Jacques. Ça a frappé Achille Dauphin-Meunier parce que l'étudiant en question lui paraissait assez dénué de personnalité vu comme ça. Et un beau jour, il avait rendez-vous avec Achille Dauphin-Meunier, il arrive en retard. C'était tôt le matin qu'il avait rendez-vous, avant que les études commencent et le travail du futur président d'honneur de la FACO commence. Et donc, il arrive en retard, et il s'excuse auprès de M. Dauphin-Meunier. Il lui dit, oui, excusez-moi, mais je me suis endormi à l'aube. Il dit, vous avez fait la fête? Il dit, ah, pas du tout, pas du tout. Comme souvent, je me suis laissé enfermer au Panthéon. Comment ça, vous êtes laissé enfermer? Oui, au moment de la fermeture, je me dissimule derrière une colonne ou derrière un tombeau, et je reste en extase devant le tombeau du divin Jean-Jacques. Bon, quand on sait le froid qu'il fait dans l'établissement la nuit, c'était méritoire en hiver. Bon, alors ça lui prenait souvent. C'est pour vous dire le degré. Alors il avait appris tout le contrat social par cœur, etc. J'en donnerai un ou deux exemples par la suite. C'était extraordinaire, mais alors Robespierre, on l'oublie souvent, était un disciple de Jean-Jacques Rousseau. Il a fait des tas d'éloges de Jean-Jacques Rousseau, il s'inspirait très fortement du contrat social, et là il y a quelque chose qui va lui rester éternellement. Le fameux divin Jean-Jacques, comme l'appelaient des gens des Lumières à Paris au milieu du XVIIIe siècle, avait une devise qui était assez méprisante pour le peuple d'ailleurs. Il disait « Il faut une religion au peuple ». Alors, bon, de la part de quelqu'un qui avait été protestant, puis catholique, puis protestant, etc. Enfin, on ne parle pas de Rousseau ici. Bon, c'était intéressant à noter. Il faut une religion au peuple. Nous, les intellectuels, on n'en a pas besoin, mais ces abrutis de la masse de la population, ils en ont besoin. Alors ça indiquait implicitement que ça allait chauffer avec Voltaire. Effectivement, ça n'a pas traîné, puisque comme vous le savez, ils sont enterrés l'un en face de... Enfin, ils sont enterrés, ils sont dans leur mausolée, l'un en face de l'autre. Ça m'a toujours fait un peu sourire quand je passais au Panthéon, parce qu'il se haïssait. Parce que Voltaire, lui, déiste, ça voulait dire pas de Dieu. Hein. Puisque, comme me l'a toujours dit un des prêtres qui m'ont formé, entre le déisme et l'athéisme, il n'y a même pas une feuille de papier à cigarette. C'était une manière de ne pas se déclarer franchement athée. Voilà. Mais Rousseau, lui, était certes déiste, mais bon, par rapport à ses compatriotes de Genève, par rapport au peuple français, par rapport à une certaine laveuse de linge qui était sa compagne, Thérèse Levasseur, etc., ça l'avait fait réfléchir sur bien des choses. Ils font une religion au peuple. Alors notez-le, parce que ça va l'inspirer profondément par la suite, etc. Bon. Et puis, il découvre l'anarchiste Kropotkin qui dit qu'il faut en finir avec le tsar, etc., etc., qui fait les parallèles entre la Révolution française et la Révolution russe, hein, et qui va venir à l'époque. Kropotkin écrivait avant 1904-1905, qui ratera, mais qui réussira en 17. Et il y a Vergès qui est toujours là, qui tourne autour. Et Vergès vient le voir un jour et lui dit, eh bien... camarade Sarr, qui avait adhéré au Parti communiste français. Vous remarquerez que jamais le Parti communiste français ne l'a reconnu. Or, il ne l'a jamais nié non plus. Il est très ennuyé quand on l'écrit. Il avait sa carte du Parti communiste français. J'ai même été voir ce qui rate de la cellule dont il était adhérent. C'était le type le plus assidu, le dernier à partir, le premier à arriver, etc. Pendant ce temps-là, l'école violait. Bon, pas trop question. Bon. Donc, Vergès vient le voir. Il était devenu président international de l'Union internationale des étudiants, une courroie de transmission très importante de Moscou. Et il lui dit, voilà, camarade Sarr,
Il va y avoir le congrès international des étudiants à Berlin-Est pour soutenir nos camarades allemands contre la réaction internationale. Naturellement, tu viens, tous les frais sont payés, etc. Alors ça lui dit, ah je ne sais pas, enfin, il a dû lui mentir pour esquiver ça. En réalité, il avait déjà signé comme volontaire ailleurs. Il avait signé comme volontaire en Yougoslavie titiste, qui avait été condamné par les soviétiques à l'époque. Tito n'était qu'un vulgaire fasciste, etc. Mais il ne le disait pas. Il y avait déjà été une première fois, un premier été, et là c'était le second été où il y retournait, parce qu'il avait fait un certain nombre de conquêtes féminines en Yougoslavie. Voilà la véritable raison. Mais en tout cas, ça lui avait beaucoup plu, la Yougoslavie communiste. Eh bien là-dessus, ce qui devait arriver est arrivé. Bon, trop, c'était trop, tous ces examens de fin d'année ratés, etc. L'école Violet présente la conclusion. Le gouvernement français tire la sienne. Il présente ça aux autorités khmères qui disent « renvoyez-le nous d'urgence ». Et voilà, c'était fini. Et là, il est placé devant le vide. Il n'a aucun diplôme vraiment sérieux pour avoir une place dans la société khmère. Il n'a rien étudié en radioélectricité, il n'a rien étudié réellement en charpente, ni en métallurgie. Bon, alors qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, son problème va être résolu. Il en parle à ses camarades, qui lui disent, oui, évidemment, c'est très ennuyeux ce qui t'arrive, mais comme tu es un type dévoué et que tu fais toutes les corvées qui résident, où les autres rechignent, on a quelque chose pour toi. Voilà. Quand tu seras de retour au Cambodge, tu verras les camarades X, Y, tu ne te feras pas repérer, ils te donneront de l'argent pour que tu vives, et tu serviras de courrier entre nous, en Europe, et les guérillas communistes. Ça sera ta tâche. Autrement dit, il devenait permanent, fonctionnaire rétribué du parti communiste cambodgien, lequel en réalité n'existait pas vraiment à l'époque, mais peu importe, il y avait déjà des communistes. Il revient là-bas, il voit son frère, qui était un partisan du nationaliste pro-japonais, et qui veut l'attirer de ce côté-là. Il était le porte-plume de ce dirigeant nationaliste anti-français, mais anti-communiste et anti-vietnamien, tandis que les quelques communistes cambodgiens étaient tous à la botte des Vietnamiens. Alors là, ça fait réfléchir ça le tsar, qui demande quelques mois de réflexion, tout en touchant l'argent, bien entendu, des rapports qu'il envoie à Paris. Il réfléchit, et puis il étudie le rapport de force. Bon, c'est vrai que la guérilla des communistes cambodgiens, c'est une vaste plaisanterie à côté de la guérilla des Viet Minh au Vietnam, dans tout le Vietnam à l'époque. Alors il se dit, bon, il n'y a pas 36 solutions, il faut que je me rapproche des Viet. Parce que je ne tiens pas la route pour devenir un camarade du parti, parce que les autres m'interrogent, et je comprends rien à ce qu'ils me disent, ils parlent tous en jargon. J'ai beau connaître celui du Parti communiste français, je ne vois pas comment ils ont transformé ça en khmer, etc. Bon, donc voilà. Alors, il prend contact avec les Vietnamiens, qui commettront une très grave erreur, parce qu'ils ont mis le serpent dans la maison, et tout en les haïssant, il leur fait une très bonne figure et dit « Je suis à votre disposition pour être formé comme agitateur politique et combattant ». Naturellement, il ne sera jamais formé comme combattant, parce que la guerre d'Indochine finira avant, la première guerre d'Indochine, mais il sera formé comme agitateur, et alors il concevra une haine sans fin des Vietnamiens, qui va dissimuler pour le moment, parce qu'il lui faisait nettoyer les tinettes, bon, il lui faisait, bon, enfin, toutes les corvées, c'était pour lui, parce qu'il était khmer. Bon, alors ça, il n'appréciait pas du tout. Il disait rien, il souriait toujours, mais il dirait, un jour, si je peux, vous verrez. Mais il a pu. Ben ça, j'anticipe. Et puis, il revient de là, il est bien vu des Vietnamiens, puisqu'elle a participé à leur école de formation, qui devait être un peu rude. Elle devait être aussi manuelle, mais il y avait quand même une excellente éducation politique. Il l'a prouvé par la suite. Il a un peu exagéré la façon dont il était traité, qui était peut-être cavalière, par les Vietnamiens. Et les Vietnamiens se sont toujours plaints des critiques qu'il a émises publiquement par la suite contre eux. Savoir qui a raison, je pense que chacun avait un peu de tort, enfin beaucoup de tort, et que c'est une affaire entre eux, mais qui a eu de graves conséquences par la suite. Voilà notre homme qui revient, cadre formé, et la guerre d'Indochine est finie.
les communistes khmers croient qu'ils vont avoir une place au festin des dépouilles. Quelle erreur! Il y avait le roi Sihanouk qui les a bien roulés. Il a commencé par récupérer tous les anciens camarades de Pol Pot qui étaient à Paris, qui étaient tous des intellectuels distingués de très haut niveau. Il en fait des ministres, il les autorise à participer aux élections, etc. Où il recueille d'ailleurs un minable 3% des suffrages en 55. Et puis il leur nomme plusieurs ministres. Il aura des ministres communistes, parmi les plus féroces dirigeants khmers rouges par la suite. Sihanouk se croyait très malin, mais parfois il commettait de graves erreurs. Et puis, voilà, il les avait neutralisés. Et puis, naturellement, sa police politique suit attentivement ce que devient le retourné de France, là, car les retournés de France étaient quasiment tous communistes. Et d'ailleurs, au point que Sihanouk finira par interdire aux jeunes Cambodgiens d'aller étudier en France, à tel point, puisque tous y revenaient marxistes, tous. Et naturellement, ils rentraient dans les aventures de guerre civile contre le régime du roi. Bon, alors, ça pose quand même quelques problèmes, donc Sihanouk essaie de trouver les remèdes. Sa police surveille le camarade Salotsar et essaie de le circonvenir. Il n'a aucun diplôme digne de ce nom. Il est quasiment clandestin, en fait. Brusquement, il se régularise. Il obtient un appartement de fonction quasi luxueux, alors qu'il n'a pas les moyens de le payer. Et il se retrouve professeur de français à Phnom Penh, dans une institution renommée. Mais alors, vous allez me dire, mais ça a dû être effroyable après. Pas du tout. Déjà, quand il était collégien, Salotsar était omnibulé par les poètes français, pas n'importe lesquels. Quand vous les lisez, vous comprendrez peut-être pourquoi. Comme par exemple tous ceux de la fin du XIXe siècle, comme Verlaine, comme Rimbaud, comme l'auteur des Fleurs du Mal, etc. Tous, il les connaissait par cœur. Alors il faisait pratiquement son cours que là-dessus, mais les élèves qui sortaient d'entre ses mains, de ce cours de français, étaient tous enthousiastes. Il était toujours là, en pantalon bleu, en chemise blanche, impeccable. Il s'intéressait aux résultats de ses élèves et tout. Il était un excellent professeur de langue française. Étonnant, mais vrai. Bon, alors bien entendu, personne ne lui avait demandé de diplôme, mais il tenait la route, comme on dit, que personne ne pouvait prévoir. Bon. Il s'était encore perfectionné en poésie française quand il était en France métropolitaine, comme on disait à l'époque. Voilà, et c'était un ambitieux, et comme dans les grandes villes où il y avait la bourgeoisie, où il y avait les intellectuels, où il y avait des ouvriers et des employés, il n'y avait pas un communiste. Le Parti communiste, il y avait quelques intellectuels et essentiellement des paysans, pour diverses raisons. Eh bien, le Parti communiste était inexistant. Donc il réunit les 4 ou 5 communistes locaux et il se fait proclamer secrétaire général du parti. Ce qui n'embêtait personne puisqu'ils étaient 4 ou 5. Et puis il s'occupe sérieusement de bâtir la chose. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Un beau jour, enfin ou un jour sinistre, comme vous voudrez, on retrouve un cadavre dans un caniveau d'un faubourg de Phnom Penh. C'était le chef, le numéro 1 clandestin du Parti communiste, le secrétaire général national qui avait été assassiné. Bon, alors les gens se posent des questions. Vu la réaction de la police sur cette affaire, on dit oh là là, ça doit être d'ordre du roi. Et puis là-dessus, un bruit commence à courir. C'est Salotsar qui l'a livré, parce qu'il était responsable des cachettes des clandestins à Phnom Penh. Parce qu'il était toléré, vu ses relations avec la famille royale, etc., etc. Bon, malgré ses idées. Et bon, le bruit commence à courir, il est vite étouffé, et tout le monde en tire la conclusion, en particulier Salotsar lui-même, bien entendu, c'est un coup de la police des impérialistes, de la police monarchiste, etc. Mais l'affaire n'a jamais été éclaircie. Et aujourd'hui, en 2015, il n'y a pratiquement plus aucun doute. C'est Salotsar qui a livré son camarade et chef à la police, qui l'a abattu. Pourquoi ils l'ont abattu? Pas du tout parce qu'ils étaient si sanguinaires que ça, parce que si l'autre n'était pas tué, comme Salotsar était le seul à avoir les coordonnées de toutes ces planques, il aurait été automatiquement suspecté.
parce qu'il n'aurait pas été arrêté. Voilà. Alors donc il commençait bien, et grâce à ça, quelques mois après, il y a le congrès du Parti communiste, et lui qui dirigeait une fédération où il n'y avait personne, se retrouve secrétaire général du parti à la surprise générale. Et à l'ignorance générale, parce que personne ne se doutait même que le Parti communiste fonctionnait. C'est pour vous dire comme il fonctionnait à l'époque. Cependant, les choses se gâtent. La seconde guerre d'Indochine, appelée guerre du Vietnam, commence. Mais elle a été une guerre d'Indochine comme la première, puisque ça a touché toutes les régions d'Indochine. Et naturellement, il y a des répercussions, des éclaboussures graves au Cambodge. Pourquoi ? Quand l'armée sud-vietnamienne et les Américains lancent des offensives au Sud-Vietnam, les Viet Cong, comme on appelait le Viet Minh à cette époque, se replient en territoire cambodgien. L'armée sud-vietnamienne poursuit les bandes armées Viet Cong, et à ce moment-là, l'armée royale apparaît et ouvre le feu sur les Sud-Vietnamiens. D'abord l'ennemi héréditaire, les communistes et secondaires. Et donc il y a des incidents très sanglants entre l'armée royale cambodgienne et les unités sud-vietnamiennes, et même des unités américaines. Alors un beau jour, les Américains finiront par perdre le sens de la mesure. Comme ils ont eu de très lourdes pertes au Vietnam, là ils interviennent. D'ailleurs, ça me rappelle des pays contemporains où c'est exactement la même chose qui se passe. Ils n'envoient plus de troupes au sol, surtout pas au Cambodge, mais ils décident de bombarder. Et alors, ça va être un festival. Ils vont lancer sur le petit Cambodge, à la population qui est bien en dessous de 10 millions d'habitants, ils vont lancer plus de bombes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale sur l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et autres pays de l'Axe. Voilà. Alors ça va être un massacre fastueux. Et que font alors à ce moment-là? Tout commence à sentir le roussi à Phnom Penh, donc le camarade Salotsar décide de partir rejoindre les Vietnamiens pour être à l'abri d'une arrestation éventuelle, malgré les services qu'il avait rendus à la police du roi. Et il part donc du côté des Vietnamiens, qui l'accueillent, qui lui offrent des locaux, etc., le croyant un de leurs amis. Et puis, il assiste au spectacle, et il y a de très graves problèmes sociaux dans la paysannerie, etc. Il sait habilement les exploiter, et avec les massacres américains, les dresser contre les Américains. À chaque bombardement américain, les Khmers rouges encerclent la population des voyageurs environnants, leur disent « venez voir », et les font participer aux obsèques des morts sous les bombes américaines, ils leur montrent les dégâts, etc. Alors les paysans font une tête comme ça, évidemment, et tous les jeunes s'engagent chez les Khmers rouges. Je signale d'ores et déjà, puisque ça va être qu'une constante jusqu'à la fin, que la moyenne d'âge des soldats Khmers rouges qui sont constitués à cette époque est de 13, 14, 15, 16 ans pour les plus âgés. Mais, comme à cet âge-là, on a une certaine inconscience face à la mort, et qu'on n'a même pas une cruauté, une inconscience face à la vie des autres également, ce sont d'excellents soldats. Et c'est la base même de toutes les troupes Khmers rouges, avec leur fameux crama là, noué autour du cou, leur uniforme noir, bon, et la manière impitoyable dont ils combattent. Par exemple, quand ils capturent des soldats de l'armée royale, eh bien, ils les exécutent immédiatement, alors qu'ils pourraient essayer de les recycler, mais pas du tout. Ils les tuent immédiatement, etc. Bon, des méthodes extraordinairement brutales, pour ne parler que des plus innocentes, parce que je ne vous parlerai pas de certaines coutumes qu'avaient adoptées les Khmers rouges, qui étaient plutôt des coutumes, je dirais, de certaines sectes Khmers. C'était également connu dans une partie du Vietnam, celle d'ailleurs où il y a des Khmers mélangés à la population, comme par exemple d'ouvrir le flanc des soldats tués et de leur arracher le foie et de le consommer. Bon, alors tout ça était très pratiqué. Alors à la décharge de Salotsar, je dirais que également les soldats royaux et par la suite les soldats républicains faisaient la même chose. Parce que j'en arrive déjà à 1970. Qu'est-ce qui se passe en 1970? Sihanouk a peur des proportions que ça prend. Il comprend que s'il n'y a pas de troupes américaines au sol, le Cambodge est fichu tôt ou tard. Les Vietnamiens gagneront. Parce qu'il a compris que quand les soldats américains commençaient à repartir massivement, ça sentait le roussi. Bon, alors donc, il est très, très inquiet et il commence à se rapprocher de qui? Des Chinois.
Pourquoi? Parce que les Vietnamiens sont soutenus par les Soviétiques. On rentre dans la grande politique planétaire. Et là, ça va inspirer, ça va donner des idées aux camarades Salotsar. Et puis donc, nous sommes en 1970, et les militaires de l'armée royale ont de lourdes pertes. Ils voient les compromissions du roi avec les communistes, pendant que leurs soldats sont tués par les communistes, qu'ils soient vietnamiens ou qu'ils soient Khmer Rouge. Ça ne leur plaît pas vraiment. Et là, il y a le général Lon Nol qui fait un coup d'État au printemps 1970, qui supprime la monarchie, qui proclame la République. Alors je signale au passage, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que toute la famille Lon Nol était très bien connue de Salotsar du temps où il essayait de faire des études à Phnom Penh. Dans sa classe, il avait un des frères du général Lon Nol. Il connaissait le général Lon Nol lui-même, qui avait 2 ou 3 ans plus que lui, qui était dans des classes supérieures, mais il le connaissait parce que l'autre venait de rencontrer souvent son frère à la sortie des cours. Il était estimé d'eux, c'est ça le plus extraordinaire, et il va les prendre comme ennemis numéro 1. Avec tout le monde, la guerre des républicains contre les royalistes et des royalistes contre les républicains. Sans compter la guerre avec les communistes vietnamiens de la plupart des Khmers, plus la guerre américaine, oulala, plus les incidents de frontières avec la Thaïlande, etc., plus les Laotiens qui commencent à s'inquiéter, là aussi il y a des incidents de frontières, bon, c'est un... Bon, une vache n'y retrouvera plus son veau, tellement c'est entremêlé. Bon. Et donc, mon Salotsar, lui, se débrouille, et des émissions de radio commencent à partir des côtes de Chine, pas de l'Indochine, et voilà, ici, radio du Cambodge libre, ici, le camarade Pol Pot va vous parler. Et puis on entend un type qui parle en disant, voilà, tel mot d'ordre, il doit être appliqué impitoyablement, etc. Bon. Alors tous les services secrets du monde passent aujourd'hui comme hier leur temps à intercepter tout ce qui se passe dans les terres. Gros point d'interrogation, mais qui c'est ça, Pol Pot? Alors immédiatement on cherche en se disant, ça doit être le nom d'une famille cambodgienne. On cherche partout, on ne trouve aucune famille cambodgienne qui s'appelle comme ça. Un des 2 mots, on essaie de l'expliquer, ça aurait été peut-être une tribu primitive des Khmers qui a disparu vers le 6e, 7e siècle et qui n'a jamais laissé de descendance. Et quant à Paul, personne ne sait ce que ça peut vouloir dire dans les noms de famille Khmer ou dans la langue Khmer, etc. Qui c'est ça, Pol Pot? Alors tous les services secrets disent, inconnu ce type-là, on ne sait pas qui c'est. Il parle au nom des Khmers rouges, ça doit être un illustre inconnu qu'on fait diffuser ça, parce que c'est diffusé de Chine, parce que le nommé Salotsar doit être au Vietnam, etc. Alors, ça serait surprenant qu'il soit en Chine. Alors, je signale quelque chose qui est considéré comme un des grands mystères français contemporains. C'est un certain Jacques Vergès. Je vais commencer par lui, je le retrouve. Jacques Vergès. Il part la nuit même du coup d'État du général Lon Nol à Phnom Penh. Il prend le dernier avion pour, pas pour le Cambodge, pour Pékin. Et là, il va voir un certain Mao Tse-tung. Ce n'est pas nié par aucune des personnes qui sont au courant. Il va voir Mao Tse-tung, et Mao Tse-tung lui fait confiance. Malgré la haine séculaire des Chinois pour les Vietnamiens, il la met, oui, parce qu'il faut signaler que Jacques Vergès, je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, était eurasien, et sa mère était vietnamienne. Alors, inutile de vous dire que c'est même surprenant qu'un jour, à Paris, un jeune élève du technique d'origine Khmer lui serrait la main. C'était même surprenant. Il fallait toute l'autorité du Parti communiste pour ça. Et donc, il va être à côté de Mao Tse-tung et il va suivre les affaires cambodgiennes pour lui. Intéressant, non? En fait, ces fameuses 7 années de disparition, il les a passées à Pékin. Il suivait les affaires cambodgiennes, mais il ne voulait pas y aller parce qu'il risquait sa vie dans les rues, étant donné qu'on reconnaissait qu'il était d'origine vietnamienne à son physique, à cause des histoires de Tang Po, etc., etc. Les exégètes vous en diraient plus long que moi. Voilà, donc Vergès réapparaît et il va servir de courroie de transmission
avec Salazar, qui est devenu Pol Pot sans que personne ne sache. Bon, voilà, les années vont passer et il va falloir attendre longtemps alors que ça devienne officiel. Bon, la guerre continue et il va se passer une tragédie, j'abrège, les Khmers rouges sont de plus en plus nombreux, de mieux en mieux armés, etc. Ils font reculer les républicains, les Américains laissent tomber les républicains, qui n'ont plus d'armement, etc. Il y a juste un général américain qui sauvera l'honneur, oui, quand même, il faut le signaler, vers la fin, ouais, qui prolongera d'1 mois Phnom Penh libre, contre les ordres, et bon, les Américains ont laissé tomber, et Salazar est sûr d'être vainqueur. Voilà. Alors là, il va commettre une gaffe épouvantable. Ses troupes marchent sur Phnom Penh. Nous approchons de la mi-avril 1975. Ses troupes marchent sur Phnom Penh. Et là, il reçoit un message secret des Vietnamiens. Camarades, notre offensive que nous avons déclenchée sur les hauts plateaux en mars marche beaucoup mieux que prévu. Nous te demandons en hommage au sacrifice des combattants vietnamiens depuis 1930-1931, depuis le soulèvement de Nguyen, de nos combats de 40-45, de toute la guerre que nous avons supportée, nous te demandons de bien vouloir retarder l'offensive de tes troupes sur Phnom Penh. Rassure-toi, ce sont tes troupes qui prendront Phnom Penh, nous n'interviendrons pas sur ton territoire, mais nous souhaitons être les premiers à prendre Saigon, la ville pourrie. Nous comptons sur toi. Salazar ne répond pas. Alors il s'inquiète, les messages se multiplient, au point d'ailleurs que même les services secrets occidentaux avaient réussi à les intercepter, mais ils n'en ont pas tiré la conclusion qui devait être celle de l'avenir. Et puis finalement, il se moque ouvertement des Vietnamiens et il accélère l'offensive sur Phnom Penh pour arriver à Phnom Penh avant que les Vietnamiens rentrent à Saigon. Voilà comment il rentre et récompense les Vietnamiens de tous les soutiens qu'ils lui avaient accordés. Donc, je pourrais parler longuement, ça a coûté énormément d'argent aux Chinois, ça a coûté beaucoup de vies humaines aux Vietnamiens, et on pourra en parler longtemps, le soutien a été énorme. Mais il ne veut pas, il veut sa gloriole, il veut être le premier à avoir pris la capitale de son pays. Tant pis pour les Viet avec Saigon, ce n'est pas son problème. Voilà, alors naturellement, ça, les Vietnamiens ne le pardonneront jamais. Ils ont compris qu'avec ce type-là, il n'y aurait rien à faire. Ils vont en avoir confirmation rapidement. Donc, les combats aboutissent à l'effondrement, malgré des résistances héroïques, de l'armée républicaine. Même les royalistes qui combattaient contre l'armée républicaine s'inquiètent, mais il est trop tard. Les Khmers rouges dominent tout le Cambodge. Et alors, retour à Jean-Jacques Rousseau. Il ne faut pas de capital dans un pays. Le contrat social. Je ne vous donne pas la page, je ne vous donne pas le chapitre, je vous donne parce que je devrais vous donner la page et l'édition, mais il y a tellement d'éditions du contrat social que je ne vais pas vous ennuyer, mais c'est pas très gros, vous le trouvez partout, vous verrez ici. Il ne faut pas de capital dans un pays. Il n'a pas oublié Rousseau. Bon, évacuation immédiate de Phnom Penh, comme vous le savez, plus un habitant. Il y avait près de 1 million d'habitants avec tous les réfugiés à l'époque. Il en reste péniblement 20 000, qui étaient pratiquement que les soldats Khmer rouges. Un joli travail, salué en France de manière délirante par le monde, l'humanité, etc., etc., etc. Ah, le peuple, que le Phnom Penh libéré sourit, c'était août 44 à Paris, etc. C'était pas tout à fait ça. D'ailleurs, il se produit un massacre, je vous l'ai dit, je le répète, vu son importance, il y a 2700 réfugiés à l'ambassade de France au total. Les Khmers rouges exigent leur livraison. Il n'y a plus d'ambassadeur de France, il n'y a plus qu'un simple consul. L'ambassadeur de France a été rappelé à Paris. Il n'y avait qu'un simple consul. Et ils refusent d'ouvrir les portes aux Khmers rouges. Alors eux, ils sont un peu embêtés, ça risque de la fiche mal vis-à-vis des camarades français, bien qu'ils soient prêts à tous les crimes. Mais ils prennent contact directement avec le gouvernement français, le consul est destitué, les portes sont ouvertes, moyennant une déclaration
qu'aucun gouvernement français n'a voulu confirmer, que les réfugiés auraient la vie sauve. Alors les 2700 réfugiés sont tous tués immédiatement, généralement décapités. Vous voyez qu'il n'y a pas que les islamistes qui se livrent à ce genre de plaisanterie. Bon, de mauvais goût, de très mauvais goût. Donc voilà, le gouvernement français, Valéry Giscard d'Estaing, s'est déshonoré à ce moment-là, mais ça passe pratiquement inaperçu en France. On est tous dans l'histoire de Phnom Penh libéré, et très vite, bon, on apprend la sinistre réalité. Il n'y a pas que Phnom Penh qui est évacué, toutes les grandes villes sont évacuées, même les gros villages, toute la population est débordée d'un point à un autre. Le régime Khmer Rouge commence exactement. Aucune des promesses de Salotsar n'est tenue. Il est toujours Salotsar. Hein. Il y a un mystérieux individu qui fait des messages radio quelque part en mer de Chine, mais on ne connaît que Salotsar. Salotsar, il continue à faire des promesses. Il dit on ne supprimera pas la monnaie, il n'y a pas de problème, etc. Bon, les Khmer Rouges n'étaient pas au pouvoir depuis 8 jours, que tous les billets de banque étaient brûlés, etc. etc. Il n'y avait plus de monnaie pour les échanges. Toute la classe commerçante disparaît. Bon, les premiers massacres de Vietnamiens commencent, ce qui n'a pas dû plaire vraiment aux camarades d'Hanoï. Et alors, il y a 3 populations. Le peuple primitif, c'était le peuple qui était dominé par les Khmers rouges dans les campagnes. Il représentait environ, au moment de la victoire, quelques pourcents de la population. Sur la carte, ça faisait 90% du territoire. Toutes les régions de campagne, dans la réalité, la quasi-totalité des paysans, à la fin, fuyaient les zones Khmer rouges et contrôlaient environ 10% de la population. Drôle de victoire démocratique. Mais il avait les soldats les mieux armés et les plus inconscients. Et les plus cruels aussi, peut-être que ça joue. Donc il applique son... Alors il y a les populations primitives qui sont déjà endoctrinées, bien. Il y a les populations du nouveau peuple, c'est-à-dire les déportés, qu'on met avec les populations primitives qui sont là pour les surveiller, ainsi que les commissaires politiques, ainsi que toute l'organisation Khmer Rouge, avec les grands frères. Le frère numéro 1, devinez qui c'est? Salotsar, évidemment. On se croirait dans un roman d'Orwell, de l'anarchiste britannique Orwell. Mais c'était tout à fait ça. Et puis, bon, la guerre ne suit pas son cours. Si les Américains, à leur grande surprise, qui ne voulaient pas s'en mêler, vont tirer les derniers coups de feu de la guerre du Cambodge. Eh oui. Parce que, bon, en mer de Chine, il y a des combats violents entre Vietnamiens et Khmer Rouges, entre les communistes des deux côtés. Ils combattent pour des îles, Phuket, etc., etc. Il y a de violents combats pour la domination des villes et de la région dite du bec de canard, selon l'expression d'un militaire géographe français à la fin du 19e siècle, qu'ils ont gardé, dans le bec de canard, dans la mer de Chine. Et les Américains qui ont des curiosités maladives sont là pour observer les choses, croyant qu'ils allaient voir les choses en touriste. Alors évidemment, ça s'est très mal passé, puisque les Khmers rouges ont carrément arraisonné leur bateau en tuant une trentaine de types. Alors les Américains l'ont pris très mal, et oh surprise, ils ont quand même réagi, car à l'époque ils n'avaient pas tellement l'habitude de le faire. Donc il y a eu des combats très sanglants, et puis finalement, bon, c'est ça qui a terminé la guerre qui venait de se dérouler. Mais commençait déjà une nouvelle guerre, la guerre entre les Vietnamiens et les Khmers rouges. Voilà. Alors il met son régime, alors toutes ces horreurs, elles ont été très débattues. Personnellement, je retiens le chiffre de 1 700 000 morts, parce que j'ai vu chez la plupart des commentateurs de grossières erreurs. Alors quand les Américains me sortent une statistique de telle année avec le nombre d'habitants du Cambodge à l'unité, je me dis ils sont très forts, parce qu'il n'y avait pas d'état civil pendant la guerre au Cambodge. On ne pouvait pas faire de recensement. Non seulement il n'y avait pas de recensement, il n'y avait même pas d'état civil. D'ailleurs, Salotsar supprimera totalement l'état civil. Alors comment me dire qu'en 72 il y avait tant d'habitants et en 77 ans, à l'unité près, comme font les Américains, ils se moquent du monde. Il doit faire des extrapolations à partir des calculs d'ordinateur, mais qui ne correspondent pas aux conditions de vie du peuple khmer à l'époque, et à la possibilité d'avoir ou non des enfants, aux déportations de population, aux morts de la guerre, etc.
Parce que les Américains ont soigneusement minoré le nombre de tués qu'ils ont fait parmi la population cambodgienne, parce que par rapport au chiffre total de la population, ça faisait un pourcentage abominable. Alors ils étaient très discrets là-dessus, donc ils avaient intérêt à gonfler les chiffres de la population pour faire disparaître les morts dont ils étaient responsables dans leur bombardement idiot, qui ne servait à rien du point de vue militaire d'ailleurs. Bon. Donc, le camarade Salotsar observe tout ça, il met son régime en place, qui est assez extraordinaire. Il y a une des premières choses qu'il fait, je ne vais pas parler de tout, normalement c'est plus ou moins connu, mais les choses les plus simples, c'est celles qui ne sont pas connues. Il n'y a plus, on ne mange plus en famille, on ne mange plus individuellement, c'est fini. Il ne doit y avoir que des cantines de village ou des cantines de quartier. Il est interdit de manger à domicile. Intéressant, non? Bon, alors comment ils ont fait? 2 anecdotes, et j'en arrive à la fin. C'est-à-dire je vais résumer 20 années de guerre en peu de temps, mais c'est assez lamentable. Donc c'est très simple. Par exemple, les Khmers rouges, dans leur uniforme noir, les gamins extraordinairement dangereux, rentrent dans un village de pêcheurs, avec le commissaire politique à leur tête, et le commissaire politique montre aux pêcheurs, regardez, regardez mes hommes, et puis aux hommes il dit, regardez ce qu'ils font, pêchez, il leur dit. Alors tous, alors, les autres ils se disent, ils doivent avoir faim, ils sortent leur filet de pêche pour le Tonlé Sap, le grand lac, et puis voilà, ils disent, très bien, halte, ne les plongez pas dans l'eau, mettez-les sur la plage, entassez les uns sur les autres. Puis là, un tel apporte un bidon d'essence, hop, tous les filets de pêche carbonisés. Les pêcheurs les regardent ahuris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Vous avez entendu parler de la constitution du capital primitif? Marx, telle page, tel livre. Vous êtes en train de constituer le capital primitif des capitalistes. Parce que quand vous récupérez ces poissons, il y en a plus que pour vous nourrir votre famille. Donc vous allez les vendre. Nous disent pas le contraire. Nous avons le témoignage des villages voisins. Ils disent oui, mais c'est normal. Non. Maintenant, à la ligne ou à la main. Stupeur des pêcheurs. Alors inutile de dire que vous reveniez l'an prochain, il n'y avait plus de village de pêcheurs. Parce qu'ils vérifiaient si on n'avait pas récupéré des filets cachés. Alors ça, c'est une des manières d'appliquer la doctrine marxiste. Autre manière, il y en a, encore plus simple, si vous voulez. Ils rentrent dans un village, les jeunes soldats, ils voient une grand-mère qui est en train de travailler sur une machine à coudre Singer hyper antique. Ils regardent avec intérêt ce qu'elle fait. Et elle dit, mais grand-mère, là, qu'est-ce que tu fais? Je couds des vêtements. Dis donc, t'as une nombreuse famille? Oui, je couds des vêtements pour ma famille, j'ai des petits-enfants, etc. Mais t'es sûr qu'il n'y en a pas en plus? Oui, naturellement, je couds les pantalons du chef de village, etc., etc. Et naturellement, il t'oublie quand même pas, hein? Pour question... Il dit, oui, il me donne quelques riels, monnaie du Cambodge, que les Khmers rouges étaient en train de supprimer. Donc c'est fini. C'est la constitution, c'est l'accumulation primitive du capital, comme avec les pêcheurs. C'est fini. Alors, pour être sûr que tu ne vas pas recommencer, on est gentil, on ne va pas te bousiller le crâne à coups de crosse, on prend la machine. Salut. Alors, évidemment, avec des méthodes pareilles, le pays a été radicalement socialisé, comme on n'avait même pas vu ça ni en Chine communiste, ni en Union soviétique. Et vous me dites, mais d'où je tire ma science? Ce sont des communistes français qui me l'ont raconté. Oui, qui étaient reporters de l'humanité à cette époque, qui n'avaient pas le droit d'écrire là-dessus. Mais quand il y a eu la rupture entre les communistes, notamment les soviétiques, qui sont devenus anti-Pol Pot, c'est très simple, ils l'ont raconté dans quels journaux? J'en ai la confirmation par l'Humanité, par la Vie ouvrière CGT, etc. Tout ce que je viens de vous dire, c'était aussi dans la Vie ouvrière CGT et dans l'Humanité.
quelque temps après. Non, quelques années avant, je l'avais appris, mais c'est confirmé. Donc, plus personne ne peut nier ce qu'il faisait. Avec des méthodes pareilles, vous vous rendez compte de ce qu'il est resté du Cambodge, qui était plus ou moins prospère malgré les guerres auparavant. Voilà. Alors donc, naturellement, ça a coûté très cher en mort de faim, ça a coûté très cher en ignorance organisée. La totalité des écoles, plus de 5000, on a leurs chiffres à l'unité près, ont été fermées, plus d'enseignement. La quasi-totalité du corps des médical a été exécutée, purement et simplement, y compris les infirmières, etc., etc., etc. Je ne vous parlerai pas des persécutions antireligieuses, tous les cultes sans exception ont été frappés, le culte catholique également. Bon, heureusement que il n'y avait pas trop de représentants de l'Église à ce moment-là, vu les désordres de la guerre pendant des années, mais tous ceux qui ont pu être pris ont été abattus. La très petite minorité musulmane a été pratiquement anéantie. Et les bouddhistes, vous allez me dire, cette curieuse, entre guillemets, religion, que moi je ne qualifierais pas de religion. Et ça, le tsar était encore mieux placé que moi pour le savoir, puisqu'il l'avait appris tout enfant. Et là, brusquement, lumière, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il faut une religion au peuple. Cette religion, c'est la moins dangereuse de toutes, puisqu'elle ne reconnaît pas de Dieu. Alors, va pour ça. Maintenant, il y a des divisions chez les bouddhistes, le grand véhicule, le petit véhicule, etc. C'est d'ailleurs une des raisons de la haine entre Vietnamiens et Cambodgiens, parce qu'il y en a qui sont petits véhicules et il y en a qui sont grands véhicules. Quand on ne connaît pas ça, on ne voit pas les véritables raisons de certaines guerres asiatiques. Et ça va jouer dans la guerre qui va arriver. Donc, il faut une religion au peuple. Un certain nombre de bouddhistes qui ont mauvais esprit sont exécutés. C'était comme par hasard la tendance qui était opposée à celle de la famille de Salotsar, quand ils allaient à la pagode. C'est cela qui l'a fait exécuter. Bon. Alors, c'est un humour macabre chez lui. Donc, la plupart des moines bouddhistes sont épargnés, car ils constituent, tout au moins aux yeux des communistes, qui ont utilisé la méthode au Vietnam, et aux yeux d'un Salotsar, une sorte de clergé dans la vision d'un Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a pas de Dieu, donc ils sont moins dangereux que les autres. Ceux-là, on ne va pas entièrement les exterminer, on va en garder une partie qu'on juge récupérable, les autres, bon, la balle dans la nuque, ou on les jette dans une rivière, ou on les fait mourir de faim. Bon, il y a toutes sortes de méthodes qui ont été employées. Voilà, et le Cambodge s'achemine vers sa destinée. Alors très vite, ça tourne à la catastrophe. Salotsar, qui est pas fou, se dit, il faut que je rectifie le tir. Il s'entend avec les Chinois pour qu'ils fassent marcher le Cambodge, mais les Chinois, ils sont pas fous, ils disent, on va vous aider, mais ça fait tant. Mais on n'a pas d'argent. On l'a supprimé. Oh, c'est pas grave, vous nous payez en marchandises. Et ils exploitent tranquillement le Cambodge, malgré la misère et la famine qui y règne. Bon. Mais ça va plus ou moins, et chaque fusil vendu au Khmer Rouge, chaque pistolet mitrailleur, chaque fusil mitrailleur, chaque canon, chaque mine, était payé rubis sur l'ongle par le gouvernement de Salotsar. Joli, non? Voilà, alors donc les Chinois n'étaient pas fous. Et tout ça a été réglé entre Vergès, Mao et Salotsar quand il allait à Pékin. Or là-dessus, j'en viens à des épisodes un peu plus pacifiques, si on peut dire. En 1978, des journalistes yougoslaves sont invités au Cambodge. Et là, il y a une conférence de presse avec tous les diplomates. Et la première chose que fait Salotsar, dans les journalistes yougoslaves, il remercie la Yougoslavie titiste de l'excellent communisme qu'elle avait bâti, etc., des séjours de vacances merveilleux qu'il y a passé. Et puis il dit, et je vous le dis, en tant que frère numéro 1, camarade Pol Pot, stupeur, stupeur. Personne n'avait deviné que le type qui lançait les messages à la radio dans le monde entier, Pol Pot, eh ben, c'était Salotsar. Alors là, naturellement, les gens sont stupéfaits. Mais il était trop tard pour avoir quelques moyens d'action, que ce soit sur lui. Voilà, alors donc là, il y a cet épisode mondain, si j'ose dire. Et puis, alors dès avril 75, les incidents de frontières ont commencé à la frontière
Kampuchea, parce qu'on a changé le nom du pays, c'est plus le Cambodge, ou le pays des Khmers, c'est devenu le Kampuchea. Il y a des incidents de frontières tous les jours. Il s'aggrave, Namien, même à Saigon, il fait des discours lénifiants. Mais un jour, il se démasque. En fin 78, on lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez des relations khméro-vietnamiennes? L'autre, il dit, ah ben, c'est selon les aspirations des deux pays. On lui demande, mais qu'est-ce que vous voulez dire par aspiration? Nous verrons, il dit. Alors là, à moins d'être idiot, les Vietnamiens avaient compris qu'ils avaient sérieusement besoin des camarades soviétiques pour des armements, parce que ça allait tourner au vinaigre. Très rapidement, effectivement, ça a tourné parce que tout le monde a compris la manière d'évacuer le problème du camarade Pol Pot. Alors, comme les Vietnamiens ne sont pas des imbéciles, civis pacem parabellum, mais si tu veux la guerre, prépare-la aussi quand même. Ils ont préparé la guerre et ils ont étudié la situation interne par leurs agents et ils ont compris que beaucoup de Khmers ne faisaient que subir la terreur. Alors, que faisait le camarade Pol Pot quand des Khmers qui avaient étudié, qui avaient combattu au Sud-Vietnam, revenaient dans leur pays? Il avait exigé des Vietnamiens qu'ils lui rendent tous les Khmers qui étaient en formation ou en unité combattante Viet Cong au Vietnam, à la fameuse paix de janvier 73. Et ils avaient tous été livrés et tous exécutés. Tous exécutés, des milliers. Et bien entendu, les Viet n'en savaient pas du tout. Mais ils avaient quand même quelques agents. La vérité a fini par filtrer. Ils ont été horrifiés. C'était comme ça que Pol Pot les remerciait de toutes les armes qu'il lui avait données, etc., de l'avoir formé idéologiquement, d'en avoir fait un chef de parti, etc. Ils se sont dit, c'est un fou dangereux. On ne peut plus rien faire avec lui. Donc les incidents de frontières sont devenus de plus en plus graves. Et Pol Pot s'est livré à des plaisirs staliniens, avec la différence, c'est que si on étudie Staline, on s'aperçoit qu'en temps de guerre, ou lorsque la guerre va éclater, il évite ce genre de turpitude. Il évitait ce genre de turpitude. Alors lui, la guerre était inéluctable entre le Vietnam et le Kampuchea. Il continuait à faire des épurations. Un jour, c'était le ministre de l'économie. Le surlendemain, c'était le commandant d'une région militaire. Mais à la Staline, c'est-à-dire qu'on fusillait le chef de la division militaire, mais on fusille de la région militaire, mais on fusillait également tout son état-major par... quand même, il fallait prendre quelques précautions, et avec des motifs assez ahurissants. Manque de respect envers les femmes, trop gourmand, enfin, vous voyez, bon, je doute qu'il y ait beaucoup de pays où ça finissait comme ça. Bon, même dans les plus horribles systèmes. Voilà. Donc, tout était bon pour discréditer le type et pour l'exécuter. Seulement, il y a des gens qui se doutaient, ils apprennent par exemple à la frontière, vers la fin 79, ils apprennent à la frontière que le chef de la région militaire vient d'être exécuté. Tous les états-majors se réunissent en catastrophe, ils vont nous envoyer les camifabales, là, les commissaires politiques, on a tous une balle dans la nuque demain. Alors, on ne va pas attendre comme des imbéciles, mais où on peut aller? Là-bas, à l'est. Ça veut dire chez les Vietnamiens, et qui se regardent. Alors, il y a un des meneurs qui va devenir célèbre par la suite comme président de la République du Kampuchea, qui est de revenu le Cambodge, et qui dit, si vous préférez une balle dans la nuque, vous restez là. Hein. Mais si vous tentez de nous suivre pour nous signaler aux assassins de Pol Pot, nous, on ouvre le feu sur vous, les premiers. Et si on vous prend, vous bénirez lors de votre mort. Alors les autres, ils ont compris, et donc tout le monde est parti en bloc, les uns surveillant les autres. Ils sont tous passés chez les Vietnamiens, quelques centaines au début. Alors 8 jours après, ils étaient 2000, 15 jours après, ils étaient 10 000, et un mois après, ils étaient 20 000. Que font les Vietnamiens? Ils ne les désarment pas, ils leur laissent leurs armes, ils remplacent les armes de mauvaise qualité, etc. Il leur dit, c'est à vous de libérer votre pays. Nous vous donnerons un coup de main à la frontière, mais nous vous comprenons, Pol Pot est un fou dangereux, débarrassez-vous-en. Vous êtes le Cambodge de demain. Allez-y, camarades. Bon. Et puis voilà, effectivement, le jour de Noël, la guerre commence sur une grande échelle, et le 6 janvier 1979, l'armée vietnamienne rentre pratiquement sans combat à Phnom Penh.
Entre-temps, il s'est passé toute une comédie autour du roi Sihanouk, qui était le prisonnier de Pol Pot. Pol Pot avait fait tuer 14 membres de sa famille. Et il avait demandé, en présence de Jacques Vergès, à Mao, l'autorisation d'exécuter Norodom comme étant un monarque. Voilà. Et l'autre lui dit je sais qui tu as tué. Il lui sort la liste de tous les membres de la famille royale qui ont déjà exécuté. Tu as même tué des fils de Norodom. Heureusement qu'il en a un certain nombre. Mais la plaisanterie a assez duré, tu t'arrêtes maintenant. Nous en avons besoin du point de vue international pour la respectabilité de ton gouvernement. Il est tout le temps en train de prendre la parole aux Nations Unies pour défendre ton régime. On a besoin de ce type-là. Il est plus crédible que toi. Hein, qu'est-ce que tu es au fond, hein? Tu veux que je demande au camarade Vergès, qui est à côté de moi, ce que tu es, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Mao était un lettré, hein, je vous signale. Bon, il avait donc le mépris de l'intellectuel pour un camarade parvenu comme Pol Pot Salazar. Alors l'autre, il s'est écrasé, évidemment. Et puis, alors il y a une comédie épouvantable enfin épouvantable pour Pol Pot, qui se déroule le 6 janvier au matin, alors que les Viettes et les Khmers libres, les ex-Khmers rouges, devenus Khmers anticommunistes, avancent aux portes de la ville, et on lui demande alors, oui, un spectacle extraordinaire. Pol Pot, qui n'avait jamais fait, s'habille en habit traditionnel khmer. Tous les chefs de gouvernement khmer rouges n'en croyaient pas leurs yeux. Eux, ils étaient en costume, cravate, etc. Mais il l'était déjà comme ministre de Pol Pot. Il le regarde sidéré, ses anciens camarades de Paris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant le roi, à travers sa femme royale, et lui, qui quelque temps auparavant avait déjà prévu la fosse où les corps de Sihanouk et de sa femme seraient brûlés, il s'agenouille devant le roi, l'ex-roi des Khmers, qui n'était plus roi, hein, et il s'agenouille devant lui, et voilà, il lui fait les saluts traditionnels, et il vient prendre ses ordres. Stupeur de Sihanouk, qui ignorait totalement ce qui se passait, il faut dire. Bon, alors on convient, il y a eu un rapide conseil, on convient que Sihanouk est évacué vers Pékin, et Pol Pot dit « Je vais continuer la guerre jusqu'à la victoire ». Parce qu'il se doutait que ces armées, qui étaient inférieures en nombre d'une façon catastrophique et en armement, ils n'avaient pas d'aviation. Les Viettes avaient des centaines d'avions de combat, de chasse, de bombardement. Ils savaient comment ça allait tourner. Donc ils décident de faire la guerre de guérilla jusqu'au dernier Khmer, jusqu'au dernier Vietnamien, avec le truc, la mission c'est chaque soldat Khmer rouge doit tuer 30 Vietnamiens et nous gagnerons. Bon, c'était un peu ambitieux, comme la suite l'a prouvé, mais il a fait des dégâts. Donc, il part vers l'ouest, vers la frontière de Thaïlande, et tous les dirigeants Khmer rouges qui peuvent prennent la fuite, et d'un seul coup, ce sont des communistes qui étaient en troupe de choc, des ex-Khmer rouges, hein, qui étaient Khmer rouges 15 jours auparavant, qui avancent. Dès qu'ils entrent dans un village, le culte bouddhiste est immédiatement rétabli, quand il était supprimé. Plus de cantines populaires, vous avez le droit de manger chez vous, etc. Enthousiasme des Khmers libérés. Vous voyez, rien que des mesures comme ça. Ils disent, on va instaurer une monnaie, etc., etc. Joie générale, bon, plus exécution, naturellement, des Khmers rouges qui sont pris, mais ils étaient pratiquement tous partis. Et là, alors, là commence quelque chose que je vais abréger, parce qu'il y aura des choses passionnantes à raconter. Là, je vais abréger sur 20 ans. Nous sommes donc en janvier 79, les Khmers rouges battent en retraite, ils vont dans les monts Cardamone et autres endroits, contrées très reculées, ils bâtissent des zones de guérilla, ils s'appuient sur les Thaïs, qui détestent les Khmers, et quand il y a la guerre civile avec les Khmers, tout est bien, et donc ils ont des revendications d'ailleurs territoriales, toujours sur le Cambodge, encore aujourd'hui en 2015. Donc s'il y a la zizanie chez les Khmers, c'est parfait. Ils l'autorisent à entretenir des camps, etc., à leurs frontières, etc. Et puis les Vietnamiens traînent un peu en chemin à reconstruire toute l'infrastructure. Il n'y a plus une route potable et eux ont des chars d'assaut, etc., etc. Bon, des aéroports, etc. Ils ont de sérieux problèmes de logistique. Plus ils avancent.
Et les Vietnamiens se rendent compte que ça ne va pas être fini en 24 heures, donc ils réarment tous les Khmers rouges capturés, au lieu de les soldats de base, hein, pas les officiers évidemment, qui sont massacrés par la population. Ils récupèrent tous les Khmers rouges de base et ils en font des Khmers rouges anticommunistes, ce qui est assez original. Parce que c'est difficile de faire un saut idéologique de ce type, croyez-moi. Bon, alors bon, donc tout semble prendre malgré tout un bon chemin, mais le monde entier, pendant 20 ans, ne va pas savoir quoi faire du Cambodge. Et les Nations Unies, à une écrasante majorité, quand Norodom Sihanouk est envoyé par Mao Tse-tung devant les Nations Unies, eh bien, pour prendre la parole en faveur du régime Khmer Rouge de Pol Pot, s'il vous plaît, eh bien, la quasi-totalité des délégués votent en faveur de Pol Pot, à commencer par le représentant des États-Unis d'Amérique, la grande puissance anticommuniste dont vous avez entendu parler, etc. Le pire régime communiste réel qui ait eu, solidaire. Elle va rester 10 ans solidaire. 10 ans. C'est seulement en 89 que cette farce sinistre va finir. Donc, il y a une guerre civile qui va durer très longtemps. Les Vietnamiens vont faire comme les Allemands de l'Est. Ils vont construire un mur énorme sur la frontière, parce que les Thaïs, c'est la 3e guerre mondiale, a dit la Chine. Si vous attaquez les refuges des Khmers rouges, alors les républicains de Lon Nol ont eu des camps aussi. Enfin, Lon Nol est mort un peu de temps après, mais enfin de sa famille et de ses partisans, les républicains, et les royalistes de Sihanouk qui avaient des troupes également, sur le territoire thaï, soutenu par le gouvernement thaïlandais, trop heureux de la guerre civile au Cambodge. Bon. Et donc, il y a des graves incidents de frontières. Immédiatement, la Chine lance un avertissement. Alors, attendez. Alors, ils avaient déjà lancé un avertissement au mois de mars 1979, voyant que toute l'aviation vietnamienne était en train de passer au Cambodge, où on reconstruisait des aéroports à vitesse accélérée. Eh bien, ils disent, bon, ben, ça ne va pas durer comme ça, et hop, la guerre du Tonkin commence. Ah, elle a duré qu'un mois, mais il y a eu des dizaines de milliers de tués et de blessés. Les Chinois, à titre symbolique, ont avancé de 40 km un peu partout, surtout. Il y a eu même des batailles navales, il y a eu même un débarquement dans le golfe du Tonkin. Ça n'était pas une guerre d'opérette, mais les Vietnamiens ont compris l'avertissement. Alors, ils disent, si vous touchez la frontière Thaï, alors c'était un régime très anticommuniste, hein, le régime des maréchaux à l'époque. Bon, alors c'était paradoxal de les voir soutenir les Khmers rouges. Et alors ils disent, il n'y aura pas de pitié, cette fois nous prendrons Hanoï et nous prendrons Saigon. Alors bon, les Vietnamiens ont compris et il n'y a plus eu un seul incident. Voilà. Alors donc là, le monde communiste se casse en deux, c'est le début du déclin du communisme dans les pays européens, d'Amérique latine et ailleurs. Toutes les grandes actrices s'insultent en se traitant de putains, de traîtres, etc. Parce qu'il y en a qui sont pour les Khmers rouges, il y en a d'autres qui sont pour les Khmers soviétiques. Bon, ça fait des histoires épouvantables. Les plus grands noms du cinéma se crêpent le chignon pas seulement d'ailleurs à Hollywood, un peu partout dans le monde. Enfin, ça fait des histoires épouvantables dans la gauche et l'extrême gauche. Et le monde entier se casse en deux sur la question Cambodge ou Kampuchéa. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, la guerre civile continue. Les Vietnamiens, comme je l'ai dit, construisent un mur de plusieurs centaines de kilomètres de long. Seulement, le terrain n'est pas tout à fait le même. Il y a les pluies de mousson, il y a la boue en certaines saisons, etc. Ça coûte des sommes folles. Ils se ruinent. Ils demandent de l'argent aux soviétiques, qui paient volontiers, mais qui commencent à en avoir assez. Mais les bandes armées des insurgés khmers parviennent à contourner les positions les positions du mur de la honte des Vietnamiens. Bon, la guerre n'en finit pas. Alors je vous dis, pour avoir une petite idée, hein, quoique les Vietnamiens ont très vite compris que quand ils rentraient dans les montagnes, etc., ils avaient de telles pertes qu'ils préféraient les encercler et empêcher les Khmers rouges de descendre dans les villes. Parce qu'ils ont eu, au total, ils ont reconnu avoir eu 60 000 tués. C'est quand même pas mal pour une armée aussi aguerrie que l'armée vietnamienne, qui connaît tous les pièges de la guerre, etc., et qui sortait de décennies de guerre. Ah ben, ils ont été quand même impressionnés. Donc, quand l'Union soviétique a commencé à s'effondrer fin 89, les soviétiques ont dit aux Vietnamiens, on ne peut plus payer, vous vous débrouillez tout seul. Alors les Vietnamiens ont dit, dans ces conditions, nous nous retirons.
Et donc le Cambodge qui était devenu, malgré la présence d'un gouvernement d'ex-Khmer rouge, une colonie vietnamienne, c'était l'ambassade du Vietnam qui décidait de tout, est débarrassé des Vietnamiens qui n'en peuvent plus, à cause des pertes en vie humaine, à cause des pertes financières. Mais l'affaire n'est pas finie, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, il y a encore quelques minutes. Bon, nous sommes début 90, vous croyez que tout va s'arrêter avec ça? Non mais vous voulez rire, vous voulez rire. Alors l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, brusquement, jusque-là qui s'occupait de rien du tout, décide de coloniser à sa façon le Cambodge. Elle décide d'y faire régner la loi et l'ordre dans le style yankee. Bon, on va arrêter les Khmers rouges, on va faire ci, on va faire ça, on va désarmer les milices. Or, les milices, ce sont de véritables armées. Il y a les républicains qui ont toujours leurs troupes, il y a les royalistes qui ont toujours leurs troupes, il y a les Khmers rouges qui ont deux types de troupes. Il y a des Khmers rouges Pol Pot et il y a des Khmers rouges anti-Pol Pot. Ça fait déjà 4 milices à désarmer. Bien du plaisir pour les occupants venus de tous les pays des Nations Unies, qui croyaient qu'ils allaient violer les filles, comme ils font dans la plupart des pays, et connaître la belle vie. Ah, ils ont des pertes sévères. En 15 jours, les unités des soldats mondialistes sont dispersées, pratiquement anéanties par les Khmers rouges qui capturent en quantité les soldats des Nations Unies qui se rendent. Dès qu'ils voient que c'est sérieux, ils lèvent les bras en l'air. Alors évidemment, le Japonais qui commandait ça, immédiatement il a compris. D'ailleurs, c'était très intelligent de prendre un général pacifiste, puisqu'on sait que depuis 1945, tous les militaires nippons sont des pacifistes. Bon, alors donc, il a été fidèle à la réputation des militaires de son pays. Il est désespéré. Bon, alors, les Nations Unies sont obligées de rappeler leurs troupes. Les élections libres qui devaient avoir lieu, oh là là, elles se perdent dans les nuages. Des élections ont lieu, elles sont tout aussi abominablement truquées les unes que les autres. Il y a des fils de Sihanouk qui soulèvent les armes à la main des rescapés. Heureusement qu'il y a beaucoup de femmes qui se soulèvent les armes à la main contre leur père, etc. Enfin, ça devient une histoire de fou. Bon, alors l'anarchie dure un certain temps, des étrangers sont assassinés, bien entendu, etc. Pol Pot avait déjà donné l'exemple, parce qu'il avait fait exécuter des journalistes. Non, un célèbre journaliste, Alan Noël, 78, il avait fait exécuter un célèbre journaliste australien qui était un communiste pur et dur, mais qui avait été tellement étonné de ce qu'il avait vu qu'il avait posé des questions, enfin, malsonnantes. Alors, Pol Pot l'avait vu, regardé bizarrement. Il avait dit, ah, c'est très intéressant, camarade, c'est très intéressant. Il s'était approché du maître d'hôtel et lui avait dit, vous vous occupez de monsieur à la sortie? Exécuté immédiatement. On a retrouvé son cadavre 8 jours après. Bon, voilà, alors donc il ne plaisantait pas. Donc Pol Pot est toujours là, et il fait régner une discipline de fer dans le camp des Pol Potistes. Seulement les Pol Potistes, ils connaissent leurs anciens camarades qui sont de l'autre côté, ils répugnent à s'entretuer quand même entre Pol Potistes, ils voient que le Cambodge se transforme et il y a des choses qui leur plaisent. Alors par exemple, brusquement, ils voient proche des zones qu'ils contrôlent, ils voient des gens qui utilisent des véhicules dont ils sont propriétaires. Oh, stupeur, ça n'existait pas dans le Cambodge de Pol Pot. Ah, ils sont stupéfaits, ils disent pourquoi pas nous? Et puis surtout, Pol Pot était un malin, il s'est entendu avec les militaires khmers, toute sa fortune était déposée dans des banques. Dans la banque des militaires d'ailleurs, à Bangkok. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs la fortune n'y soit pas toujours. Et donc jamais les Nations Unies, les pillards américains et autres n'ont réussi à la récupérer. Donc il signe un accord avec les militaires thaïs qui étaient ennuyés pour sortir des pierres précieuses, des produits très spéciaux en métallurgie, etc. Et évidemment, toutes les polices du monde entier surmontaient ça. À partir du moment où il y avait une zone interdite, qui était les monts Cardamone, etc., les zones avec mer rouge, magnifique. On s'en utilisait Pol Pot pour ça, et il touchait ses royalties sur chaque chose qui profitait au commandement de l'armée thaï. L'une des armées les plus anticommunistes du monde. Vous voyez qu'il y a des accointances bizarres quand même. Bon, donc il obtient en cadeau la gestion de mines de pierres précieuses dans l'extrême ouest du Cambodge, qui sont d'ailleurs toujours aux mains des Khmers rouges. Et là, j'en suis à la fin. Il continue à croire qu'il peut disposer de la vie des gens comme il veut. Tout le monde l'avait cru assagi. Bon, il n'y avait plus l'âme-damnée Vergette pour lui donner ses consignes à Pékin, puisqu'il était rentré le jour où a éclaté la guerre en descendant entre le Vietnam et le Cambodge.
lui qui était à moitié vietnamien, de voir se solidariser de Pol Pot qui faisait massacrer des Vietnamiens. Il ne se sentait pas à l'aise. Alors là, il est rentré à Paris. Je note que personne ne s'est étonné de la concordance entre la date de départ et la date d'arrivée. Hein. Alors quand on me dit qu'il y a un mystère Pol Pot, non, s'il vous plaît, non. C'est même, d'ailleurs, on le trouve même, ce que je dis, dans des journaux chinois, que comme par hasard, jamais personne n'a voulu traduire ici. Bon, mais peu importe. Et notre ami Pol Pot a constitué son trésor de guerre, mais ses subordonnés le surveillent parce qu'ils le trouvent bizarre. D'abord, il a un cancer, alors il a une première rémission. Puis alors là, il devient bizarre. Sa femme était décédée. Bon, il trouve qu'il y a une cuisinière qui lui est attachée très jolie. Il se met en ménage avec elle. Il lui fait une fille. Stupeur générale. On se dit le monstre s'est transformé en agneau. Tout le monde croyait ça. Bernic. Quelque temps se passe. Et puis, brusquement, Sihanouk, qui était très fort, fait un discours radiodiffusé. Les combats continuaient entre l'armée royale, l'armée républicaine et les Khmers rouges. Ça commençait à bien faire. Nous sommes en 98. Les légalistes essuyaient défaite sur défaite face aux Khmers rouges, qui étaient toujours aussi batailleurs, même s'ils avaient un peu engraissé. Mais ils tenaient toujours le coup. Donc il fallait que ça finisse. Alors Sihanouk est génial. Il dit oui, mais heureusement. Alors le camarade Intel de Pol Pot nous a rejoint, c'était le propre beau-frère de Pol Pot, qui avait été un de ses mentors à Paris, qui avait déserté le Khmer rouge et qui était passé chez le roi. Drôle de gifle pour... bon, il dit, ah, mais d'autres vont le faire, que le camarade Intel pense bien à ce que le camarade X vient de faire, etc. Naturellement, Pol Pot a la transcription du message radiodiffusé immédiatement, et c'est comme ça. Alors il convoque le type, hein, il lui dit on devra déjeuner ensemble, etc. Alors l'autre va voir Pol Pot dans son petit palais, et puis brusquement des gardes armés entourent tout le monde, et ils étaient 17 je crois, parce qu'il était venu avec sa famille, l'autre, le chef Khmer rouge, ils sont immédiatement torturés et exécutés sous les yeux satisfaits de Pol Pot. Alors là, une réaction tout à fait inattendue. Il y a un Khmer rouge qu'on juge d'ailleurs en ce moment, nommé Takmok, autrement dit le boucher. Vous voyez les qualités qu'il devait déployer au combat. Le boucher. Il s'occupait, lui, pas de bestiaux, mais de bétail humain. Et donc, Takmok entend dire ça. Il était ami avec le type exécuté, mais il dit, il est fou, ce gâteau-là. Qu'est-ce qu'il nous vaut encore? Il crève de maladie, il pense toujours à faire des stupidités avec des paysannes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vit de notre sang, c'est parce que nous tenons qu'il est encore là. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait été massacré par la population. Il faut que ça suffise. Et hop, il envoie des soldats et qui lui disent, maintenant, tu es en état d'arrestation et tu vas être jugé. Stupeur de Pol Pot, qui voit le monde s'effondrer autour de lui. Le monde s'effondre autour de lui. Il n'est plus un maître incontesté. Il n'est plus bientôt, il n'est plus que rien du tout. Et ça, d'ailleurs, Takmok va l'exprimer d'une façon très brutale quelques temps après. Il est jugé, mais en fonction... Alors, les autres, ils ne pouvaient pas tirer la carpette sur leurs pieds, puisqu'ils étaient les pouvoirs sur leurs troupes. Donc, ils le condamnent à 20 ans de prison, vu l'état de santé dans lequel il était, il ne risquait pas du tout de les faire. Bon, et puis, le problème est apparemment réglé, et il laisse une forte garde pour l'empêcher d'avoir des contacts. Mais, en fait, la maladie de Pol Pot s'était accélérée. Début 99, donc, il va mourir, et le mouvement Khmer rouge va disparaître de lui-même. Va-t-il disparu? Un drôle de question que je me pose. En fait, pas vraiment, parce qu'ils ont gardé les mines de pierres précieuses, parce qu'ils ont gardé toutes sortes d'endroits où il y a des minéraux précieux, également précieux, sous leur coupe. Ils font visiter les lieux. Quand les touristes viennent pour voir là où résidait Pol Pot, ils paient un ticket d'entrée, à des Khmers rouges à l'entrée, etc. Et donc, c'est très très curieux. Comme vous le savez d'ailleurs, les autres Khmers rouges ont fourni président de la République, président du Conseil des ministres, etc., pendant des décennies. Et la situation est d'ailleurs toujours assez agitée aux Khmers rouges, au Cambodge. Mais
Je dois dire, c'est beaucoup moins sanglant qu'autrefois. C'était pas difficile d'ailleurs. Les gens mangent à leur faim, le pays se reconstitue, le tourisme est redevenu possible, etc., etc. La population a reconstitué son chiffre d'origine avec une rapidité fantastique. Bon. Et en fait, tout ce que les Khmers rouges, bleus, tout ce que vous voulez demandent, surtout qu'on ne leur parle pas du passé. Or, c'est très exactement le contraire que font les Occidentaux. Avec des procès très curieux, je me suis donné la peine de les lire, j'étais horrifié. Nulle part il est question du divin Jean-Jacques, des Lumières, nulle part il est question du marxisme, nulle part il est question des mesures sociales prises par Pol Pot. Sont seules prises en considération la gestion des prisons, certaines exécutions sommaires, etc. Ce qui s'est passé du point de vue sociologique au Kampuchea les intéresse absolument pas. C'est totalement évacué. Si vous voulez, comme l'histoire de pas d'amalgame dans un pays que je connais tout à fait récemment, au mois de janvier, ça a été la même chose là-bas. Pas d'amalgame entre le marxisme, etc. Pas d'amalgame entre les Lumières ou les révolutionnaires et les Khmers rouges. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Alors il y a eu quand même quelques écrits, il n'y en a pas eu beaucoup, qui sont éclairants et qui laissent un souvenir. Il y a les piles de crânes qui sont exposées à certains endroits, dans telle ou telle prison, etc. Bon, il y a les souvenirs des Cambodgiens qui ont vécu ça, qui sont hallucinants. La plupart des souvenirs les plus horribles, il n'y a jamais eu de livre dessus. Parce que c'était tellement pénible à rapporter que vous n'arriviez pas à... J'ai interrogé des Cambodgiens, je ne suis pas arrivé à terminer mes questions avec eux parce qu'ils étaient trop bouleversés. Alors j'ai abrégé pour des raisons humaines, facilement compréhensibles, et je tenais même pas à savoir, figurez-vous, ce qu'ils allaient me dire parce que je m'en doutais, tellement c'était horrible, horrible, horrible. Voilà, même ceux qui vivent en France ne vous parlent pas de ce qui est arrivé, souvent, très souvent, ne vous parlent pas de ce qui est arrivé à leur famille dans ces années-là. J'ai pu me rendre compte à ma grande surprise. Même en France, ils évitent. Tellement ça a laissé une impression d'horreur. Alors, que penser de tout ceci? Moi, ce qui me fascine le plus, c'est la période française, évidemment, parce que je cherche à comprendre comment un brave garçon qui souriait toujours, qui rendait tout le temps service, qui ne faisait que des plaisanteries, qui ne s'intéressait pas vraiment pour la politique, a pu se transformer comme ça. Qu'est-ce qui lui est monté à la tête comme ça? Alors, j'ai lu tout ce qu'il a lu, évidemment. J'ai vu les très rares textes qu'il a fait en France et qui attaquent essentiellement la monarchie dans un esprit révolutionnaire, mais avec quelques références marxistes qui ont l'air très incongrues avec le reste. Et puis, brusquement, il va se transformer en quelqu'un qui va réaliser une utopie. Même Lénine, même Staline ne sont pas allés si loin que lui. Même eux n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, pas voulu. Ça, c'est une question largement entre leur conscience et eux-mêmes. Maintenant, c'est une question très théorique. Mais ils n'ont jamais réussi, en tout cas, à faire ce qu'a fait Pol Pot dans l'horreur et dans l'application réelle du programme de Karl Marx et de Jean-Jacques Rousseau combinés. Je vous signale quand même, à toutes fins utiles, je n'ai peut-être pas dit que Karl Marx était un admirateur non moins fanatique que l'a été Robespierre, non moins fanatique que l'a été Pol Pot, du divin Jean-Jacques. Donc il y a quand même quelques questions à se poursuivre. Est-ce qu'on le lit vraiment correctement en France? Est-ce qu'on l'explique correctement aux collégiens et aux lycéens? Je me permets d'en être douté, parce que, sorti du secondaire, je prenais Rousseau pour un doux rêveur, pour un maître de musique qui s'était égaré dans des considérations qui le dépassaient, et qui lutinait plus les marquises qu'il faisait qu'autre chose. D'accord, il changeait avec facilité de religion, mais. Et puis, j'ai découvert toute l'horreur du système rousseauiste en m'intéressant à Pol Pot. Je pensais qu'on exagérait quand on me disait que les gens qui l'avaient connu me disaient « il a tout pris dans Rousseau ». J'ai relu Rousseau et je me dis mais les fruits du rousseauisme ont été vraiment monstrueux. Et c'est là-dessus que je termine, parce que c'est là-dessus que nous pouvons agir encore aujourd'hui en n'étant pas dupes. Parce que beaucoup de nos enfants sont élevés un peu de la même façon que le divin Jean-Jacques le souhaitait. Regardez le système d'enseignement.
et lisez les considérations sur l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Vous allez avoir quelques surprises. Beaucoup de surprises. Donc, pourquoi il y a eu le monstre Pol Pot? Je crois l'avoir dit. Et pourquoi il faut réfléchir en tant que Français beaucoup plus à cette partie de sa biographie que les autres peuples? Eh bien, c'est parce qu'il y a une responsabilité de certains intellectuels de langue française ou de nombreux intellectuels français. Voilà. Je ne veux pas